Chers auditeurs et téléspectateurs, vous faites très bien de nous retrouver au compte de la deuxième partie de cet autre numéro de votre émission. Ce qu'il fallait démontrer, je le rappelais tantôt à l'entente de l'introduction, que le président, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, a signé le 28 septembre 2022, lors de l'ouverture du procès des massacres de 2009, un protocole d'accord entre la République de Guinée et le procureur de la Cour pénale internationale. La véritable question que nous nous posons aujourd'hui, c'est est-ce que ce protocole méritait d'exister? Est-ce qu'à un certain niveau, le président a-t-il consulté les juristes spécialisés en la matière pour le contenu de ce protocole, puisque le contenu est bien décrié par les spécialistes. Et nous allons poursuivre ce débat avec vous, maître Kaba. Je veux rapidement... D'accord. Je vais commencer rapidement par vous, monsieur Ibrahim Sanon, sur le contenu de ce protocole. Est-ce que la Guinée a bien fait de signer un tel protocole? Si oui, il faut nous dire le pourquoi. Sinon, dites-nous aussi le pourquoi. Non. Je crois que sur ce plateau, il y a des voix habilitées qui ont quand même tenu un commentaire intéressant, une analyse intéressante par rapport au contenu et par rapport aux réserves qui ont été émises. Je crois que je ne pourrais pas en faire mieux. Mais sauf que je vais quand même dire quelque chose. Je crois que quelque part, il a été dit clairement qu'on constate que ce qui est, sous forme simplifiée, dans ce protocole-ci, qu'on se rend compte qu'on reprend ce qui est déjà connu en termes d'obligations pour un État souverain. La Guinée a paraphrasé quand même des conventions internationales pour la protection des droits humains et pour aussi le traité aussi, le statut de Rome sur de la Cour pénale internationale. Donc en quelque sorte, on sent que c'est un rappel. Mais sauf que la question est-ce que cela a des vertus pédagogiques ou non? Parce que quelque part, le fait de rappeler à un État ce qui est ses obligations sous forme simplifiée en des articles comme ça devient quelque part infantilisant. C'est comme si peut-être on a la prétention qu'il ne connaît pas ses droits et ses devoirs, ou quelque part il les méprend, ou qu'il les a oubliés, ou qu'il fait les oublier, on le lui rappelle. Et à la fin, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à la fin, dans l'article 4, il a dit quand même que la Cour se donne le droit naturellement, sous certaines réserves, s'il y a obstruction de la justice, s'il y a par exemple certains faits, voilà, de se retirer à n'importe quel moment. Parce que l'article 6 le dit. La dénonciation peut être faite. La dénonciation, elle peut dénoncer le traité, le protocole qui est fait 3 mois à l'avance. Et si elle pense par exemple qu'il y a eu obstruction dans le procès, l'authenticité des faits a été remise en cause, ou que quelque part il y a eu des sanctions. Mais vous constaterez ainsi dans ce protocole que la CPI se donne même le droit des regards sur la décision finale prise à l'issue de ce procès organisé. Finalement, c'est ça, parce que si et en plus, il y a un contrôle récurrent de chaque 3 mois où la Guinée, le juge guinéen a l'obligation de le rendre compte. Alors, c'est ça l'inquiétude la véritable question qu'on va se poser sur la complémentarité qui pourrait normalement exister. À la fin, ce qui peut arriver à la fin, c'est ce qui est triste, qu'à la fin, si la Cour pénale estime que quelque part le protocole a été violé, elle peut se donner le droit de dénoncer 3 mois à l'avance pour dire tout ce que vous aviez fait, malgré vos efforts, je ne suis pas d'accord, mais je me donne le droit de reprendre le procès à ma façon. Tout cet investissement pour n'est absolument rien. Est-ce que la Guinée, maître, est en train de partir sur un schéma